Je commençais à monter avec les ballons et je commençais à arriver face au gardien adverse. Et là, me chevaucher, c'était pour quelque chose. C'est pas parce que je driblais, c'est parce que 80 kilos avec 1,84 m, ça faisait quand même les cheveux qui bougeaient comme ça. Les poulies qui me poussaient à chaque fois pour arriver jusqu'au bout. Et je crois que j'ai arrivé à avoir les chevauchés d'Osvaldo parce que je pense avoir apporté autre chose à les postes des stoppeurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Une bête, un monstre, de toute ma vie, je n'ai jamais affronté un adversaire comme lui. Ces mots signés Ralph Edström, sacré meilleur avant-centre de la Coupe du Monde 74, en disent long sur notre invité du jour. Et nul doute que d'autres légendes comme Johan Cruyff, Gerd Müller ou Oleg Blokin auraient pu en dire autant. Son entraîneur ne s'exprimait pas différemment en disant qu'il était bâti comme un Hercule. Surnommé le lion, le taureau ou encore la locomotive, ce dieu du stade inspirait la crainte, le respect et parfois même la stupeur. Lors de ses longues chevauchées, crinière au vent, coudes écartés, il avalait les espaces tel un pur sang indomptable, lancé à toute allure dans la pampa argentine. Un phénomène, un concentré de volonté, de générosité et de puissance. Né à Buenos Aires dans une famille de 7 enfants formés à Lanús, c'est pourtant le hasard d'un match auquel assiste par chance Pierre Garonner qui change le cours de son destin. L'AS Saint-Étienne flaire le bon coup et lui rêve d'Europe. Arrive le deuxième étranger, Ivan Kurkovic, qui va lui aussi se fondre dans un effectif légendaire. La suite, c'est une épopée mythique, presque une décennie d'amour fou entre une bande de copains, un public prêt à tout et un pays conquis. Chez les Verts, il forme avec Christian Lopez une muraille imprenable, lui en stopper qui n'a pas peur de monter, Jeannot en libéraux tacleur et rafle tout. 3 titres de champion de France, 3 Coupes de France, une demi-finale puis une finale de Ligue des Champions. Charismatique, beau gosse, il restera comme l'un des Argentins les plus aimés du football français, un gaucho dont la fougue et la rage de vaincre ne faisaient plus qu'un avec la chaleur stéphanoise, jusqu'à se fondre dans l'âme même des Verts. Notre invité aujourd'hui, c'est Osvaldo Piazza, bien entendu. Osvaldo, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça va ravir sans doute une de nos plus grosses bases de fans du podcast. Donc, merci beaucoup. Je pense à quelques-uns de nos fans verts, Nicolas Dehaye, par exemple, qui me tanne depuis plusieurs temps pour avoir ton nom sur le podcast. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. J'en suis même sûr et certain. Mets-toi à l'aise. Chez nous, c'est la canicule à New York. Vous m'avez mis à l'aise, très à l'aise. Du moment qu'il a raconté toute cette histoire, donc vous m'avez présenté comme un roi et que je ne le suis pas, mais dans tous les cas, on fait du mieux avec ce que c'était toute une euphorie, une envie que j'ai rêvé toujours de faire ça, de tout petit. Alors justement, comment est venue pour toi la passion du football ? C'est quelque chose qui nous attrape et que par moment on doit se demander, attention, dans la vie, c'est pas seulement ça. Dans la vie, il y a des autres choses qui sont aussi importantes, ou peut-être plus importantes. Je fais cette comparaison parce que quand on me posait la question, pourquoi footballeur ? Parce que c'est la passion qui m'a mené à ça, avoir aussi la compréhension de mes parents, de mes frères et mes sœurs, de jouer et vivre avec un ballon. J'ai réussi dans le foot parce qu'on m'a toujours encouragé, on m'a toujours poussé dans le bon sens. Ils sont devenus des supporters pour que j'arrive à mon but. Mon but, c'était être joueur de foot et à partir de Lanús, un club, il m'a mis sur ces rails et j'ai commencé très tôt. Je crois que toute ma vie, je jouais au football, toute ma vie. Et je veux dire aussi que j'ai un frère né aujourd'hui, il n'est pas avec nous, et qu'il a été gardien but professionnel. Donc, papa, jamais, c'est un Italien qui est arrivé à 12 ans à Buenos Aires avec ses parents. Il n'a jamais voulu voir un match à son fils. Jamais. Mais il a vu un match de ton frère, non ? Il a vu un match de ton frère, il me semble. Un seul match. Voilà, bravo Michel. Il est au courant de tout. Vous deux. Et donc, oui, il a vu un match à mon frère et il a dit plus jamais j'irai dans un terrain de foot. Il a tellement souffert.
Ouais. Papa, il est mort très, très jeune, 58 ans. Ouais. Et ça m'arrivait, toujours, il me disait, tu t'es marié parce que je me suis marié très jeune. J'ai connu ma femme, j'avais 16 ans et elle avait 13. Et papa, il me disait, chaque match, à la fin du match, tu ne dois pas aller chez toi. Tu vas venir chez nous, à la maison, où tu as vécu toute ta vie. Donc, pour parler de football, que ça l'intéressait, mais ça l'intéressait parce que le lendemain, lui, le matin, il partait au travail à 6 heures du matin. Et donc, dans les bus qu'il amenait à son boulot, il trouvait des autres qui allaient au boulot. En Argentine, il y a un grand pourcentage qu'ils aiment le foot. Oui, Ils sont fanatiques, parfois, ils sont fous. Et papa, il avait avec la pointe du pied, non, parce que et s'il avait peur d'entendre que son fils il avait fait une connerie, et donc il s'était perdu pour cette connerie. Donc, jamais c'est arrivé, Ouais. il faut le rassurer, jamais c'est arrivé, mais à quel point, parfois, quand aujourd'hui on voit la différence, que les parents ils poussent son petit à jouer foot, quelquefois avec des paroles qui sont pas très claires et très, comment dirais-je, Pédagogique. voilà, bravo. Sans cette aide d'être une famille nombreuse, je pense qu'on apprend à s'aimer plus encore, à comprendre quelquefois les malheurs, comprendre les bonheurs aussi, non, qu'on avait et qu'on était très unis. Pour revenir au football et à l'annonce, j'étais capitaine en moins 16, moins 17, moins 17, moins 18, moins 20, oh là là. Et jamais j'avais joué. Toujours, j'étais capitaine et joueur, mais jamais j'avais joué en équipe de tous. Mes autres coéquipiers, ils sont passés tous avant moi. Et donc, ça m'arrive quand même à 19 ans et demi, à jouer mon premier match. Par tout hasard, parce que j'avais annoncé une loi, parce qu'il y avait beaucoup d'agressivité dans les matchs et aussi c'est transporté au public. Et donc, chaque joueur qui était expulsé, il ne pouvait pas revenir et il ne pouvait pas même aller à l'entraînement. Il était puni de cette façon. Donc, lui, il est expulsé avec l'avant-centre de l'équipe adversaire, que c'était Boca. Et donc, moi, j'ai eu ma possibilité. Et puis, jamais je laissé de jouer. Et donc, là, ils sont venus. C'était un petit club de quartier, disons. Et bon, il a progressé. Et nous, avec, on a fait un peu l'ascenseur. On a joué en première division. On a joué en deuxième division. Parce que les choses, ils se font quand même pas. Il y a un clic qui se font. C'est pas seulement parce qu'on aime le foot qu'on va être joueur de foot. Il faut des conséquences qu'ils peuvent les amener. Et donc, et je suis arrivé à ne plus sortir de ces 5 ans que je passais à Lanús. Et justement, avant de ces 5 ans, il y a M. Garonner qui est venu directeur sportif de Saint-Étienne. C'est lui qui avait amené tous les joueurs que c'était, parce qu'en définitive, à Saint-Étienne, tous les jours, s'étaient formés au club. Sauf ils avaient été recrutés dans toute la France, exactement. Voilà. Et lui, il était justement à Buenos Aires pour aller chercher un libéro que jamais j'étais libéro. C'est-à-dire, déjà, en Argentine, on jouait avec les 4 défenseurs, d'accord, et ils se couvraient. Hein, d'un côté, ils couvraient comme un libéro, et de l'autre côté, ça faisait pareil. Donc, on jouait la ligne, comme normalement on dit. Et donc, lui me prend parce qu'il avait besoin d'un libéro. Les derniers jours qu'il était, parce que voilà, il prenait l'avion le lendemain, donc il est allé au match, il jouait les Boca premiers dans son stade. Avec nous, dernière, Lanús. On a perdu 3-2, on menait 2-0. Justement, après, on a fini pour perdre. Et donc, il est venu avec un traducteur, un monsieur Ricard, qui travaillait avec une entreprise de viande. Et il a envoyé l'exportation de viande de Buenos Aires à Paris. Et lui, il était né en France. M. Ricard, il a fait faire traduire. À partir de là, on m'a demandé, est-ce que vous aimeriez venir en France? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, traduisez, je ne connais pas l'Europe. Tu connaissais pas du tout Saint-Étienne?
Pas du tout Saint-Étienne. J'avais entendu parler de Reims, c'est tout. Reims, ouais, bien sûr, puisqu'ils étaient. Voilà, qu'il avait joué la coupe en 56, 57, donc à travers la lecture, j'avais appris ça. Et justement, on joue ce match et il partait le lendemain. Il a voulu parler avec moi. J'ai dit, voilà, on a échangé quelques mots. Et la semaine suivante, je suis convoqué en équipe nationale. Contre le Paraguay, hein, c'est ça? Voilà, bravo. Et ce sont des choses que, en étant dans un petit club, normalement, ça ne se fait pas. D'accord? Et les coachs, M. Pissouti, il m'a convoqué. Donc, c'est quand ça tombe toutes les belles choses dans la tête, comme ça m'est arrivé, avec tous les, peut-être, la confiance qu'on peut perdre pendant des années de ne pas jouer en équipe première, et après, il arrive toutes les choses ensemble. Même par moment, des problèmes économiques, par exemple, de rester à Lanús avec 8 mois sans pouvoir toucher ma paye. Wow. Mais les autres aussi, ceux qui étaient avec moi. Et là, c'était des choses, c'était un choix. Je ne voulais pas faire le choix. Je dis, ça, c'est unique pour moi. Et ça s'est fait facilement et rapidement. Il est revenu monsieur Rocher, président, qui est paré les conseillers pour les contrats, et monsieur Garonnet. Donc, ils se sont mis d'accord très vite. On ne peut pas dire que ça coûtait une fortune. Et donc, il avait besoin d'argent. Et donc, ça s'est fait rapidement. Il a voulu connaître ma femme. Ma femme, elle avait une boutique de vêtements des femmes. Il était à 500 mètres du club. Donc, on avait signé, on s'était mis d'accord. Et justement, je ne savais même pas la couleur des maillots de Saint-Étienne. Il vient avec un manteau vert et noir. Et donc, il a vu M. Rocher ça, il a dit, oh, déjà on commence, comme disant, oh, déjà, même le maillot. Donc, et là, bon, ils sont mis d'accord. Alors, comment tu négocies ton contrat? Tu négocies le contrat ou tu acceptes ce qu'ils te mettent devant toi? En vérité, je me suis fait conseiller, mais les joueurs, ils gagnaient beaucoup plus que moi, d'accord? Mais je voulais partir. C'était une occasion, un heure que j'avais. Je savais que je pouvais démontrer quand même, non seulement que j'étais convoqué en équipe nationale et on a joué la mini-coupe du Brésil, c'était la Coupe Indépendance. Et donc, j'étais comme remplaçant et en définitive, je jouais les 12 matchs. Même, on n'a pas joué la finale. Mais on était dans le même hôtel que l'équipe de France. Tu rencontres tes futurs coéquipiers. Et là, Jean-Michel Larquet, qui parle espagnol, donc il m'a présenté mes coéquipiers à Saint-Étienne. Donc, c'était magnifique connaître Georges Beretta, aujourd'hui il n'est pas là, à partir de Révelli, qui était en équipe nationale. Et donc, déjà, je les avais connus. J'ai dit, on t'attend, voilà. Bon, je jouais contre la France, ces matchs-là. On a fait un match horrible, 0-0. Bon, mais dans tous les cas, les deux, on était qualifiés. Mais pour revenir à ça, j'arrive à Saint-Étienne et je ne connaissais rien. Ouais, tu ne parles pas français, tu ne connais rien de la ville. Et j'ai lu quelque part que tu demandes à ta femme de venir de nuit à Saint-Étienne pour pas qu'elle ait peur quand elle voit la ville. C'est vrai, ça? Oui. Tout à fait. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et j'avais arrivé avec le même avion et arrivé à 23h20. Je crois que c'était l'avion de Orly. Mais je ne parlais pas un mot. C'est-à-dire, on devait se rencontrer avec M. Garonner à Orly. Il devait m'attendre à Orly et venir ensemble à Saint-Étienne. Il y avait un avion à cette époque. Il partait 21h10. Il arrivait 23h20. Et donc, on ne s'est pas trouvé. Il m'a dit qu'il a été, mais il ne m'a pas vu. Ouais, il n'y a pas de portable à l'époque. Et lui, il est rentré par Lyon, d'accord? Et bon, donc, il envoie une femme à l'aéroport qui parlait espagnol, Madame Jeannette. Et donc, avec elle, il m'a dit, voilà, Monsieur Piazza, c'est moi qui vois. Voilà, c'est ça. Et donc, je peux venir avec elle à l'hôtel
et là, rencontré à M. Garronnet. Et c'est quoi tes premières impressions quand tu arrives au stade, quand tu arrives dans la ville? Déjà, le matin, parce que M. Garronnet est venu chercher à 8 heures du matin et je vais arriver à minuit à l'hôtel. Et avec parler tout ça, n'oublie pas que c'est 4 heures de décalage. Bon, 13 heures de vol, donc voilà, c'était quand même fatigant. Il est venu à 8 heures. À 8 heures du matin, me chercher, il me dit, bon, on va faire la présentation. Il était très euphorique. Donc, on fait la présentation. Et ce que j'ai vu, oh là là, c'était horrible. Quand je vois la ville noire, complètement noire, les immeubles noirs, c'est incroyable. Quand je me dis, mais ça, c'est pas Buenos Aires. Buenos Aires, c'est une ville quand même assez moderne, non? Et là, bon, et c'est vrai que je dis, papa, essaie de venir avec notre avion qu'il arrive dans l'après-midi, comme ça, tu verras pas les immeubles tout noirs. Ouais. J'ai compris, Osvaldo, que au bout de quelques mois, tu avais presque envie de retourner en Argentine. C'est vrai ça ou tu as tout de suite... Moi, non. Moi, non. C'est les clubs qui pouvaient me renvoyer. D'accord. Parce qu'à un moment donné, M. Rocher, président du club, il a dit, c'est ça votre piazza. Et comment expliquer M. Garronel que lui m'avait vu dans une autre condition. Bon. Oui. Et je jouais libéraux, j'étais sur la droite, le ballon sur la gauche. J'étais sur la gauche, le ballon sur la droite. Jamais dans le bon endroit. Donc, les premiers temps, c'était très difficile, très difficile. J'ai tardé pour m'adapter bien, presque un an pour m'adapter. Et là, le coach, il m'a fait jouer de tout, c'est-à-dire arrière, ailier droit. Et il voulait que je sois dans l'équipe. Il voulait que je sois dans l'équipe, mais il ne me trouvait pas. Et un jour, au bout de la première année, déjà, je crois que déjà, le public ne m'aimait pas du tout, de toute façon. Et il s'est posé la question aussi. Et à ce moment-là, Roby, notre coach, Hervan, me dit, Osvaldo, je crois que j'ai trouvé. Je crois que tu as besoin de marquer quelqu'un. Je pense que tu dois jouer stopper. Il a vu ma tête. J'ai fait une tête pour moi. Les stoppers, c'était les postes les plus ingrats de football. Ouais. Il fallait marquer l'avancante, c'est tout. C'est-à-dire, après, il ne te regarde pas si tu joues un ballon, si tu transportes un ballon, si tu fais un contrôle, si tu fais une poitrine, si tu fais une tête. Non. C'était marqué et que l'avancante ne marque pas. Et à ce moment-là, j'étais très bas, très bas. Je ne pouvais pas imposer quelque chose. Ouais. Par contre, je lui dis à mon coach, je lui dis, Roby, non, c'est très ingrat. Par contre, si tu me laisses participer au jeu de l'équipe, je pense que je veux trouver les postes des stoppers un peu plus agréables. Et je pense être préparé. Bon, démontre-moi, il m'a dit. Au deuxième match que j'ai fait stopper à Osvaldo, bravo. Et il est venu le président, il m'a félicité. Ça fait changer complètement la vie qu'on avait sur toi. Ouais. Donc, voilà, continue à le démontrer. Et je pense qu'en plus, j'ai eu la force morale et technique, parce qu'à ce moment-là, ma technique, il sort. Je dis, il faut que je fasse, je me suis imposé pour ça, que je fasse des stoppers un poste important dans son équipe. Et alors, je commençais à anticiper l'action, la passe à l'avancante, et je passais déjà, quand tout le monde y venait, je partais de l'autre sens, vers le but adverse. C'est pour ça que parfois, ça paraissait que j'allais très vite. Et non, je n'allais pas très vite. Seulement que je marchais dans le sens adverse. Et donc, à partir de là, bon, j'ai eu l'aide du public. Et j'ai appris aussi que parfois l'équipe il baissait le rythme, c'est-à-dire comme que c'est pas continu tout le match. Et c'est là que je me dis, tu as quelque chose à faire, Osvaldo, à démontrer. Surtout à démontrer. Au départ, c'était à démontrer. Bon, et je commençais à monter avec les ballons et je commençais à arriver face au gardien adverse. Et là, c'est me chevaucher. C'était pour quelque chose. C'est pas parce que je driblais, c'est parce que 80 kilos,
avec 1m84, 83, et ça faisait quand même les cheveux qui bougeaient comme ça. Et Ça impressionnait l'adversaire. après, voilà. Et les publics, ils me poussaient à chaque fois. Ils me poussaient, ils se mettaient dans mon être pour me pousser et arriver jusqu'au bout. Et je crois que j'ai arrivé à avoir les chevauchés d'Osvaldo parce que je pense avoir apporté autre chose à les postes des stoppeurs. Parce que des techniciens, il y en avait Marius, Beckenbauer, Christian Lopez, d'accord? Mais c'était techniquement, mais je me disais, techniquement, je peux le faire sans me comparer. Attention, hein, je ne me compare pas avec eux. C'est-à-dire que je pouvais apporter techniquement ce qui demandait jouer un peu plus en avance. D'accord? Anticiper l'action, marquer d'abord, mais anticiper l'action et me porter en avant. Et toujours, je trouvais en 1-2, par exemple, que normalement, il devait sortir à me prendre les libéraux adversaires, il ne sortait pas. Donc, j'arrivais et c'est pour ça que je marquais pas mal de buts et surtout dans les moments, l'équipe il avait besoin d'être bougée. Parce que en bougeant Piazza avec ses chevauchés, non seulement il réveillait un peu l'équipe, il réveillait à commencer à faire comme il avait l'habitude de le faire. Et donc, et le public, il était pour quelque chose. Et donc, voilà. Et je suis devenu non seulement un stopper qu'il pouvait démontrer techniquement qu'il avait un peu de conditions, non seulement de marquer l'avant-centre, et à partir de là, j'ai eu l'acceptation non seulement du coach, l'acceptation du président, du public et de mes coéquipiers, que c'était très important aussi. Donc, première saison, tu fais 37 matchs, donc malgré tes difficultés. Mais pour revenir un petit peu avant, quelles sont tes impressions? Donc, la ville, effectivement, tu vois que la ville est peut-être pas la plus accueillante, en tout cas de prime abord. Mais qu'est-ce que tu vois, toi, comme différence entre le championnat d'Argentine et le championnat de France, les différences au niveau des entraînements, au niveau tactique, etc. Quelles sont les choses qui te frappent au début quand tu arrives à Saint-Étienne? L'organisation d'un club, parce que Saint-Étienne, il n'est pas grand pour 76, hein. Il était déjà grand. Il avait gagné pas mal de championnats, des coupes. Et donc, on s'est trouvé avec un président qui nous a mis dans des meilleures conditions, à travers les coachs aussi, Erwan. Parce qu'on a commencé à voyager en avion le même jour. On partait le matin, et on rentrait et on dormait dans notre lit. Le lendemain, il fallait être à 9 heures au stade. Et ça nous a mené, en plus, une salle de musculation. Personne n'avait une salle de musculation. Et les kinés, tout ça. Une fois par semaine, on allait faire la salle de musculation. En plus, on avait 2 piscines. Une piscine de massage et aussi des terrains synthétiques, 70 mètres pour 20, que jamais on arrêtait malgré la neige, malgré les brouillards, malgré tout ça, on n'a jamais arrêté, toujours on s'entraînait. Et donc ça, c'était des choses que les autres équipes n'avaient pas. Et donc parfois, on disait, vous gagnez les matchs parce que dans les dernières minutes. Pourquoi? Parce que c'était très dur. Hein. Toujours les mêmes entraînements, toutes les semaines. Il n'y avait pas beaucoup de variétés. Hein. Non, il n'y avait pas de variétés. Surtout que c'était. Mais par contre, on avait les repos qui méritaient toute cette force pour faire l'entraînement. Toujours, on a fait presque la même semaine, mais on savait qu'ils payaient ça parce qu'on gagnait beaucoup de matchs à la fin. Et en plus, on pouvait être très agressif au départ. Au départ, chez nous, surtout chez nous au Chaudron, pour aller, on disait, nous, on le prend à la gorge, à l'adversaire, et jusqu'à ce qu'on marque le premier but. Et après, une fois qu'on marquait le premier, on faisait quelques mètres en arrière, et là, on attendait un petit peu. Et sinon, encore, on continuait à batailler pour marquer les buts. Et le coach nous a appris le modèle, lui, il le connaissait parfaitement. Et il nous a imposé ça. Il nous a imposé la valeur de Saint-Étienne. Plus d'une fois, il nous a dit, vous voyez, avant de commencer l'entraînement, et nous, on arrivait avec notre voiture, on voyait la queue qui faisait des gens, des supporters, pour prendre 2 tickets. Quand on parlait, parce qu'on s'arrêtait, on parlait avec eux, je suis depuis 2 heures du matin, je suis depuis 3 heures du matin. Et là, un jour, le coach, il nous a dit ça, on va prendre la force de Saint-Étienne à partir de ces éléments, d'éléments, la valeur de Saint-Étienne, que les gens
il rigole pas, je dis, il rigolait pas parce qu'il allait au boulot, il fallait travailler, le climat c'était difficile, parce que c'est tout un ensemble. Donc, c'était un groupe magnifique, un groupe c'est lui qui l'a formé, c'est lui qui l'a uni, c'est lui qui chaque fois qu'il nous engueulait pour quelque chose qu'il avait raison, surtout pour faire du bien. Et donc, mais c'est surtout la valeur de s'entretien. Et là, on a avancé et même, je crois que nous, aujourd'hui, parce que les gens encore, ils se rappellent des situations du match, de Kiev, de Bayern, de Split. Ils se rappellent, ils nous racontent les histoires chaque fois qu'on fait une séance de autographes, parce qu'on arrive à faire des séances de autographes, d'accord? Et on va dans une ville qui ne pas Saint-Étienne, on va dans une ville qui peut être Porto, peut être la Normandie, et on a je sais pas, des 1000, 1500 personnes qui viennent avec sa photo, ou son maillot, ou sa casquette, pour faire signer. Et nous, on se fait tout un film et on signe à tous. Donc, c'est quelque chose quelle est la question qui nous pose le public? Comment ça arrive à ça? Et nous, qu'est-ce qu'on répond? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas expliquer. Osvaldo, j'ai une petite question sur ton intégration. J'ai d'abord une première question. Tu disais que ton papa était d'origine italienne. Oui. Est-ce que tu parlais espagnol ou italien quand tu étais petit? Non. Papa jamais nous a parlé italien. Maman, c'était fille d'italien. Mais jamais, papa, on écoutait papa parler italien quand il venait quelqu'un de la famille à Buenos Aires à visiter sa famille. Donc, c'est là il parlait l'italien. Mais sinon, avec c'était nous, espagnol. Donc, on parlait espagnol et parfois on connaissait quelques paroles d'italien qui. Les grands mots. Ouais. Et alors justement, c'est ma question posée. Comment t'as appris le français? Est-ce que tu avais des cours? Comment t'as fait pour apprendre? Même les clubs, ils jouent un rôle très important. Ils nous ont mis à Ivan et à moi un professeur. C'était le même pour les deux? Oui. Vous preniez les cours ensemble? Oui, avec nos femmes, parce qu'on a mis nos femmes aussi. Et ça, on le payait nous, hein, parce que, et il y avait une facilité pour apprendre une langue en France à ce moment-là. Et donc, le club il nous a mis là. Et nous, on a mis nos femmes aussi pour qu'ils apprennent le français. Donc, déjà, Ivan, il avait 2 filles. Moi, non, mes filles, les 2 sont françaises. Donc, et bon, on a un professeur. Et après, bon, quand il y avait quelque chose de très, très important, c'est Jean-Michel Larquet qui faisait traduire. Dans la majorité des cas, on n'a pas eu, parce que tout de suite, c'était un apprentissage assez vite, hein, surtout pour connaître qu'est-ce qu'ils nous disaient les coachs. On a appris avec beaucoup de force, parce que je raconte la même histoire. On arrive. Ivan, il arrive 15 jours avant moi et il était à l'hôtel, Grand Hôtel. On allait manger à peu près à 1 kilomètre, Place Marengo. Et là, il avait une femme qui avait ce restaurant et qui nous recevait, il disait pour manger. Et c'était difficile pour lui et pour moi. et donc, un jour, quand on vivait à le même hôtel, on va marchant. On fait ces kilomètres à peu près et on a parlé constamment. On arrive. Le violet n'était plié en 2. On a parlé pendant 1 kilomètre. On ne s'est rien compris. Et en plus, cette dame, la propriétaire du restaurant, elle nous dit: qu'est-ce que vous arrive? Encore, comment expliquer qu'on était plié de rire, qu'on n'a rien compris? Et donc, je raconte cette histoire parce que ça nous fait rire vraiment, non, parce que voilà, les choses, lui, il était en Europe, il avait joué en équipe nationale, il avait connu des pays, mais moi, que j'étais tout à fait nouveau dans l'histoire, mais voilà, et je trouvais un grand ami avec lui, non seulement parce qu'il était étranger, parce qu'il
nous avons aidé mutuellement. Quelquefois, il m'a encodé parce qu'on a pris un bus. Et voilà. Et c'était Ivan. Sinon, ça ne sera pas Ivan. Mais c'était qui alors tes bons potes au début quand tu arrives? C'est avec qui que tu t'entends le mieux? Le plus contact que j'avais, c'était Jean-Michel. D'accord. Parce qu'il traduisait ou parce que... pouvait compliquer, parce qu'il pouvait ici. Non, c'était très difficile. C'était difficile parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'Espagnols qui étaient venus pour travailler surtout dans les immeubles et des Portugais aussi. Et donc, parfois, on mélangeait un peu et on arrivait à comprendre. L'essentiel de demander, notre prof de français, il nous a mis dans la sauce les mots qu'on devait apprendre. Normalement, dans les autres pays, on apprend l'insulte. Là, non. Les insultes en italien, tu savais déjà, donc. Oui. Non, de toute façon, ça a été très difficile. C'est très difficile parce que, en plus, c'était tout à fait nouveau, les choses. Un jour, en plus, on habitait à un immeuble le plus haut de Saint-Étienne. Ça s'appelait la Dame Blanche. Juillet, août, septembre, voilà, octobre, boum, on descend. Il était dans une allée et moi de l'autre. On se trouve en bas, on va chercher la couverte. De neige. La neige, mais tout couvert, tout blanc. C'était tout blanc. Et moi, je m'affole là, je dis, comment on fait maintenant? C'est Ivan. Comment on fait? Attends. Va te mettre des chaussures. C'est un bon conseil déjà. Avec des signes, on dit, on va à pied. Je dis, mais à pied, on va. Mais oui, on va à pied. Et on est arrivé à pied. C'était combien de kilomètres? C'était combien de kilomètres? Et ça faisait de la Dame Blanche, parce que c'est une descente en plus. Et là, c'était glacé, des verglas et tout ça. Ça pouvait être 3-4 kilomètres. Et sur la neige, mais en plus, il faut ajouter que je ne connaissais pas la neige. Mais tu n'avais jamais vu la neige avant? Wow. La neige. Donc, et de la trouver sur les pieds, je la trouve quelque chose d'horrible. Elle est très belle quand il est à la montagne, elle est super belle. Mais quand il est dans la rue, il n'est pas belle. Mais tu n'étais pas seul, hein. Tu avais Gérard Janvion qui n'avait jamais vu la neige non plus, tu avais Christian Lopez qui n'avait jamais vu la neige non plus. Il y a une autre anecdote aussi. Il avait inventé, Roby, il avait inventé à la semaine, en hiver, le ski de fond, le mercredi. Le mardi, on avait une sauce très forte à l'entraînement. Et mercredi, on allait au Bessa. Au Bessa, ça fait 12 km, 14 km. On allait à Car, et là-bas, on était équipés comme comme des skieurs professionnels. Et on était 4 noirs. D'accord. Je dis noir. Et d'accord, parce que chez moi, ma maman me disait mon petit noir, me disait, non? Et je ne suis pas noir. Mais pour expliquer ça, j'ai besoin du mot. Doudou Champion. Oui. Modeste, Pinson et moi. Les 4 noirs, on était derrière, on était nuls, mais nuls. Mais nuls. Tout le monde rigolait, nous, mais nous voyait une seule fois, parce qu'après il partait, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Roby aussi partait, les coachs. Ouais. Les coachs étaient les premiers. Et donc, les 4 noirs, en faisant des jeux stupides, on faisait rien de tout avec les skis mis. Et on faisait comme les enfants, on mettait une bosse comme ça, et on rigolait parce que l'autre il tombait. C'était des choses. Et après, on se faisait insulter. Parce que les autres, ils avaient transpiré, c'était mouillé. Et on devait retourner avec les bus au vestiaire pour prendre la douche. Ah, on était insultés les 4. Hein. J'ai pas entendu les 4, c'était toi, Janvion, c'était qui les 2 autres? J'ai pas entendu. Pinson et Modeste. Ils sont arrivés avec Doudou Champion. Ouais, d'accord, oui, il avait dit, ouais. Pas percé, Modeste, oui, et voilà, et Doudou Champion. Après 6 ans à Saint-Étienne, ton niveau de ski, il a jamais augmenté? Jamais. D'accord. Jamais. Je crois que je l'évite. Je passe à côté. Là, ça m'est arrivé, ça fait 5 ans. Nous, on a une compétition de golf. Oui, avec Christian Lopez. Tous les anciens 76. Et après, je reste un peu. Donc, ça fait normalement le mois de septembre. Je reste en octobre. C'était les premières neiges. Et il paraît que les premières neiges sont plus lourdes. C'est les branches qui tombent, voilà. Et l'hôtel où je suis, normalement,
sur l'hôtel de golf qu'il y a une montée à peu près entre 70 mètres et 100 mètres. D'accord? Il y a une petite route qui monte. Bon, là, je n'ai pas pu monter avec la voiture. Donc, qu'est-ce que je vais? J'ai laissé la voiture en bas et je suis monté à pied avec les glaçons et je m'enfonçais dedans. Donc, au mois de fin d'octobre, c'est une des premières neiges. Même, on a joué des matchs avec les Belgrasses. Bien sûr, Parce qu'on n'avait pas les droits, mais on avait les crampons à cuir sur l'autre, comme ça, avec des clous. Donc, on prenait une scie et on traversait comme ça pour sortir les clous. Comme ça, on s'attrapait mieux avec le verglas. Vous attrapiez aussi les jambes des défenseurs avec ça ou? On m'a ouvert la tibia et Mario, qui était un allié gauche de Lyon, à Lyon. Il m'a ouvert et m'a donné quelques points, j'ai dû sortir du match. Voilà, ce sont des choses que aujourd'hui, on pense pas de la même façon. Non, les terrains de ton époque et les terrains de maintenant, ça n'a rien à voir. À toucher les crampons et tout ça. Donc, c'était notre époque. Nous, on a vu, on va jouer à Kiev. Kiev, il y avait de la neige et ils envoient un avion le lendemain à Simferopol. Et Simferopol, il y avait aussi de la neige. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 2 turbines d'avion sur chaque côté. Le public, il était les deux en face. Et donc, ils ont mis les 2 turbines. Ils ont envoyé tous sur les spectateurs. Il n'y avait plus de neige. Donc, il a joué le match à Simferopol. C'est un match qui on parle pour le match à retour, c'est pas pour le match aller. Le match aller, vous auriez pu le perdre 5-0, hein, si je comprends bien. Totalement. Et je crois que, parce qu'à ce moment, on le savait en plus. On le savait parce que, justement, j'étais venu, mon frère, il me dit, tu sais, il y a Dynamo de Kiev qui est en train de jouer ici, en Amérique du Sud. Et il fait des matchs amicaux. Tiens, ah oui, parce que là-bas, ça s'arrête au mois de mars. Il y avait la trêve. Voilà, la trêve. Et quand ils sont revenus, juste, ils ont joué un seul match. Et après, c'est contre nous. Ouais. Donc là, c'était une équipe. C'était la meilleure équipe d'Europe. De loin, hein. De très loin. Mais on les a surpris parce qu'ils s'étaient fatigués. Et après, chez nous, je crois que il croyait qu'il allait être aussi facile que ça. Alors, on a eu pas mal de tes anciens coéquipiers qui parlent de ce match. On a eu notamment, évidemment, Christian Lopez qui parle de son tacle qui change un peu la phase du match. Mais avant de parler du retour, plutôt avant le retour, est-ce que toi, tu as l'espoir, tu penses que vous pouvez renverser la situation? Toujours, on a eu. D'accord. Le split, on a eu. On prend à Chaussot avec Lato, Gadocha et compagnie, on voyait pas une. On voyait une, on perd. Heureusement qu'après, on prend 3. La première mi-temps, on prend 3. Et après, Triantafilos, il met un coup franc. Et on finit 3, heureusement. Parce que là, c'était un reversement des situations qu'on s'est habitué avec Split. Hein. On ne peut pas prendre 4 buts comme on a pris à Split. Quand on va jouer un match aller, c'est une différence énorme. Hein? Nous, on commençait à jouer la Coupe d'Europe. C'était notre deuxième match. Et là, on savait, déjà on connaissait ce qu'on ne devait pas faire à partir de là. Parce qu'on a vu, en rentrant sur le terrain avant de s'habiller, les joueurs de Split, c'est comme que déjà c'était fait, voilà. Oui, c'est normal, non? Qu'ils le pensent comme ça. Je pense que quand on fait un match et on gagne avec cette différence, on est qualifié, non? Mais il faut dire que de ce côté-là, parce que l'école de football la mieux de France, c'était Nantes. Et après, il venait Saint-Étienne. Mais il y avait une différence. Techniquement, ils étaient plus costauds que nous. Mais moralement, on était plus costauds qu'eux. Ouais, le mental de Saint-Étienne était bien au-dessus. Quand on joue la coupe, on prend 3 à Nantes et après on gagne 5 ans. Et ça, ce sont des choses que, justement, j'étais invité dans une séance photographe à Nantes où il y avait Bossis et Amis. On les a eu tous les deux sur l'émission, ouais. Et eux-mêmes, ils nous demandaient, parce que j'étais avec Jérémy Janon. C'était après Jérémy Janon. Et nous, on avait Nantes, je parle, on avait au moins, je sais pas,
de 100 personnes. Maxime, grande personne en plus, très grand joueur. Et Amis, ils avaient 10, 12, non? Et on était à Nantes, non? Et en plus, Maxime, il présentait son livre. Oui. Donc, c'était des choses à ne pas croyables. Je me disais, c'est pas possible. Et eux-mêmes, ils disaient, mais c'est pas possible. On fait une émission à la radio et on va à l'étude de la radio et voilà, on était les cas. Et toutes les questions, c'était à nous, à l'hiver. Non. Et à un moment donné, les journalistes ils posaient des questions et ils parlaient. Bon, il a dit, bon, on va lui demander quelque chose à Maxime et à Loïc. Et à ton avis, c'est pourquoi? C'est parce que vous étiez tellement généreux dans l'effort, parce qu'il y avait cette fusion entre un public populaire et une équipe qui donnait tout sur le terrain? Tu penses que c'est ça? Oui. Je pense que c'est d'abord le conseil du coach. Il nous a fermés entre nous, d'accord? Et nous, on sortait tous les matchs. Et on allait manger parce qu'on devait... Où on va manger le soir? On va manger un restaurant, il va être ouvert, c'est une boîte de nuit. Et nous, on réservait pour aller... Mais parfois, il y avait un groupe, parfois, il y avait deux groupes. Mais c'est tout à fait normal, on était tous pour la même cause. Et ça, c'est rencontrer après aussi des invités à la maison, de voir cet approchement, d'accord? C'était une équipe solidaire, c'est ça. C'était une équipe solidaire. Tout le monde il savait jusqu'à où il pouvait aller. Et surtout un respect vis-à-vis de l'autre. Mais ça, on l'a pris avec notre coach. Parce que lui, déjà, il le savait parce qu'il avait joué 15 ans, 17 ans, il a joué à Saint-Étienne. Et donc, il connaissait quand même l'ambiance, il connaissait la façon de vivre à Saint-Étienne, le dur que c'est le climat. Ça se met à l'intérieur. Et c'est ça qu'à un moment donné, on se dit, on est fort. On est fort. Pourquoi on est fort? Parce qu'on est ensemble. Quand on s'est rendu compte, quand il est parti, Jean-Michel Larquet, Georges, Aimé Jacquet, Naguel, Mémé, c'est ça. Même si Mémé, il n'a pas été avec nous à la Coupe d'Europe. Ah oui, à la Coupe d'Europe, oui, c'est bien après. Mais aussi, parce que lui, déjà, c'était son dernier. Après, il a joué une année de plus à Lyon. Mais il nous a appris beaucoup de choses. C'était le vétéran de l'équipe. Et là, on sentait quand même qu'on se regardait, on ne sait pas de là. Bon, pour moi, c'était un peu facile, non? Ouais. Pour apprendre. Mais c'est certain qu'on savait jusqu'à où on pouvait demander à son coéquipier de faire ce qu'on devait faire. Non? C'était qui pour toi le joueur qui t'impressionnait le plus aux entraînements? Il y avait des joueurs qui travaillaient beaucoup. Doudou Jambion, les plus rapides, les plus travailleurs, je pense que c'était Farisson. D'accord. Patrick aussi, travaillait beaucoup. Patrick Revelli. Et après, le reste aussi. On bataillait quand même, mais on travaillait beaucoup. Et après, c'est aussi l'ensemblement de se connaître un peu plus. Moi, en étant étranger, ça touche. Patrick m'invite chez lui. Donc, il me fait une invitation de luxe. Je dis, mais je me suis exprimé comme je pouvais pour lui dire, mais c'est magnifique ce repas. Comment te dire, non? Et ça, et m'avoir invité avec ma femme et aller. Donc, ça sont des choses qui touchent beaucoup. J'étais très lié avec Batenet, par exemple, Dominique. Ouais. Mais tous, on faisait un ensemble vraiment des copains. C'est pour ça que je prononce très souvent la solidarité qu'on avait entre nous. Parce que déjà, Saint-Étienne, il venait en étant un club très sérieux, qu'il avait gagné des titres. Mais c'est pas nous qui avons fait grandir Saint-Étienne. Saint-Étienne, déjà, il était bien formé. Par contre, si, je crois que dans le football français, on a présenté une carte quand même très importante. On avait 7 joueurs en équipe nationale et ça, il n'y a pas beaucoup en Europe qui peuvent le dire. Et surtout, la France qui n'avait pas eu un rendement en équipe nationale très important. Alors toi, tu avais dit justement, en parlant de la Coupe du Monde 78, on va en parler, tu avais dit que la France, sur le papier, je crois que tu dis ça en 78 et en 79, que l'effectif de la France était à la Coupe du Monde 78 sans doute une des 3 meilleures au monde, sur le papier, intrinsèquement, mais qu'il y avait un problème mental en équipe de France. C'est ce que tu disais à l'époque. Comment tu avais identifié ça, toi? Je crois qu'il a été très clair. Même si ça m'avait bénéficié à moi. Moi, je devais la jouer aussi. J'étais convoqué en équipe de France. Après, on va en parler. J'ai mes petites notes. Mais là,
Et c'était une équipe de France. Il venait de changer en coach depuis 16 ans. 18 ans. Donc, rappelons qu'il est venu Kovacs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les journalistes? Faites pas vous des soucis, mettez les verts. Michel. Et ils ont dit ça. Et donc, les journalistes disent, non, vous faites pas des soucis, mettez les verts. Il a dit quelque chose que je l'ai écouté. Personnellement, je le remerciais. D'accord? Parce qu'il dit, oui, mais vous oubliez qu'à Saint-Étienne, il y a 2 étrangers. Il veut dire une chose, c'est-à-dire que, voilà, ne m'insistez pas trop parce qu'il y a des jours qui sont très importants. Et là, tu te sens fort parce qu'il le dit, le coach des mieux football de la JAS. Hein? Ouais. Non? Hein? Et donc, après ces jours-là, ils ont progressé énormément. Ils ont démontré quand même qu'il y avait des valeurs. Parce que 78, n'oublions pas qu'ils sont éliminés par une pénalty qui tombe Trésor, et c'était dans mon pays. Hein. Toi qui es argentin, ouais, tu penses que c'était un peu facilité par l'arbitrage? Il tombe, d'accord? Ouais. Et il va chercher des ballons. Et aujourd'hui, c'est un problème aujourd'hui aussi. Je pense que maintenant, s'il y a la même action, je pense qu'il reste 10 minutes à regarder la VAR et quel que soit le résultat, personne ne saura vraiment est-ce que c'est pénalty ou pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de clarté maintenant. Oui, mais parfois, l'attente, c'est difficile. Parce que attendre la décision, il doit savoir s'ils sont 200 caméras, d'accord? Parce que on me met un peu de ce côté-là de Platini. Platini, les joueurs, ils se trompent. Les coachs, ils se trompent. Les présidents, ils se trompent. Les supporters, ils se trompent. Pourquoi ils ne peuvent pas se tromper l'arbitre? C'était contre le d'accord. Aujourd'hui, on accepte, mais si on commence à fouiller un petit peu, il y a eu beaucoup de problèmes aussi. Hein? Ça, c'est sûr. Hein? Ouais. Donc, aujourd'hui, on dit, il a touché la main, mais il avait les bras comme ça. Bon, je pense que ça devient très compliqué. Laissons les choses comme elles sont et mieux réflexion des gens qui sont au bas. Et beaucoup plus de précision et beaucoup plus rapide. Ouais, sinon, on va faire comme aux États-Unis qu'ils jouent le mondial des clubs. Il va y avoir une tornade, on arrête le match parce qu'il y a un risque. Et après, recommencer. Je ne dis pas de ne pas arrêter le match, hein. Je ne veux pas non plus prendre de risques, mais il y a un moment quand même qu'il doit savoir qu'il n'aura pas plus. D'accord? Voilà, ce sont des choses que je crois qu'ils vont la changer pour le mondial de football, ils vont la changer parce que ça il ne peut pas attendre un joueur et surtout jouer dans des conditions qui sont jouées aussi. 40 degrés, 38 degrés, d'accord, il fallait arrêter les matchs pour aller voir. Ce sont des choses que ça peut changer un résultat, tout ça. Totalement. Ouais. Alors, puisqu'on parle de la Coupe du Monde, on reviendra sur les campagnes européennes de Saint-Étienne. Donc, en 1978, tu es appelé pour la Coupe du Monde par Menotti. Toi, tu avais été un petit peu critique du régime de Videla. Je crois que toutes tes sélections avant, c'était en 72. Comment ça se fait que de 72 à 78, tu n'es jamais appelé en équipe nationale, malgré tes performances? Enfin, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas que tu sois appelé pendant cette période. Non, j'étais en 72 et après 74 en Allemagne, je n'étais pas convoqué. Et pourtant, ils ont joué un match que j'étais le voir à Paris, qui sont joués contre la France. On est allé avec Manero, Hildo Manero, le Uruguayen, qui jouait à Lyon. Et là, on sent quand même que, bon, on change un entraîneur. Vous n'avez pas changé pendant 18 ans. Nous, on a changé à chaque fois. S'il n'est pas champion, on le vire, on le met de côté. Et là, je pense que les informations, ils ne s'arrivaient pas tellement. Parce que Menotti, il est venu me chercher. Ce n'est pas qu'il m'a convoqué. Il est venu me chercher. Et à ce moment-là, quand il me téléphonait, il me dit, Osvaldo, compte sur vous, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. J'ai l'accord de votre président. Et on va, même il m'avait dit, vous allez être capitaine, vous allez... Mais j'ai dit, c'est ça. Où vous m'avez vu? Parce alors, qu'est-ce qu'il te dit? C'était un problème aussi. Ouais. Et il m'a nommé tous les matchs des champions. Oh, je dis champion. Des Coupes Europe. Là, j'ai fermé ma gueule, non? Parce qu'à un moment donné, je me posais des questions. Où il m'a vu? Comment il m'a vu? Il m'a convoqué, venir 6 mois à l'avance, à parler avec les dirigeants pour
comment arranger la situation de mon stage à la Coupe du Monde, non? Et là, c'était quelque chose, ça me fait un très grand plaisir. On a voyagé ensemble, ils viennent te choisir, ils te disent, voilà, il y en avait 2 seulement, Campes et Piazza. Et mes frères, mes soeurs, ils dansaient, et ma maman, qui est encore vivante, il dansait parce qu'il avait été convoqué. Et pendant, je dis ça parce que je passais 4 jours et le 4e jour, c'était le jour de mon anniversaire, 6 avril. Et il me téléphone, le directeur de l'hôpital, c'est où s'est passé l'accident, où il y avait les péages. Marseille. D'accord, ok. Donc, l'hôpital, il me téléphone, un médecin, que s'est-il passé? Et moi, je lui ai dit, j'étais justement à la fédération parce qu'il me soignait, les docteurs, en consultation à la fédération argentine. Et là, il me dit, bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, est-ce que c'est grave? Il m'a dit, venez. Donc, le lendemain, j'ai pris je viens annoncer à ma maman et que je viens chez elle avec mes frères, mes soeurs. Bon, on sait qu'il avait eu cet accident, que je prenais l'avion pour le lendemain. Mais c'était quelque chose de fantastique parce que déjà 6 mois à l'avance, les panneaux Piazza, même à l'annonce, il y avait les panneaux d'information, il y avait ma photo, il disait de l'annonce à France. En France et de France à l'équipe nationale, au mondial. Non? Voilà, donc et le coach m'a dit, Osvaldo, ne me répondez pas tout de suite, regardez bien. J'ai vu tout ça, j'avais ma tête ailleurs, je pouvais pas. Et donc, pourquoi après, parce que c'est arrivé avec Vargas, nous on a joué en équipe nationale avec Vargas. Il était un an après à Nantes. Donc, mais l'équipe nationale, je l'ai connue déjà dans des situations, disons, difficiles, parce qu'en Allemagne, c'est mal passé. Il y avait trois coachs. Un peu, c'était le désastre. Parce que c'est pas qu'il n'avait pas des joueurs. Il n'avait pas un coach avec la mentalité de mener en équipe, comme il a fait. Il a commencé par l'intérieur du pays. D'accord? Il a commencé à regarder comme il a fait, celle qu'on a aujourd'hui. Hein. Scaloni, ouais. Et Scaloni, et il nous a fait connaître des joueurs qu'on ne connaissait pas. Pourtant, je suis le football. Romero, Martinez, et gardien. Mais il y a au moins 10, 12 qu'on ne connaissait pas. Non, il a fait un travail incroyable, Scaloni. Et lui, il a fait en équipe nationale des joueurs de l'intérieur du pays. Il le faisait jouer en Bolivie, qui c'est en hauteur de 1800 mètres, de 1000 mètres. Il le faisait jouer comme ça pour préparer son équipe du mondial. Et quand tu décides de partir, donc tu prends ta décision très vite, vraiment tu réfléchis pas. Tu as pris la décision immédiatement de dire je rentre en France. Oui. Et quand la compétition commence, quels sont tes sentiments? Ça doit être très très dur à gérer. Oui, très dur parce qu'en plus, j'avais fille qui venait avec 15 jours quand il y avait l'accident, avec double fracture de crâne. Aïe. Ah oui. Et ma fille avait 4 ans avec tout ça arraché. Et ma femme con 7 fractures, donc une de la tête. Ah. Donc à ce moment-là, pour moi, c'était terrible parce que, en plus, pour me faire sortir un peu de cet accident et de ne pas être au mondial, Roby m'a parlé, il m'a dit pourquoi tu ne viens pas jouer la coupe d'été comme ça, tu vas te dégager un petit peu. Oui, enfin, je jouais, mais dans tous les cas, j'étais ailleurs. En plus, j'ai eu ma femme quand même presque un mois en soins intensifs. Et la petite, il décidait s'il opérait ou ne prenait pas des fractures de crâne. Après, ils ne sont pas opérés, mais ils sont décidés après pas mal de temps. Donc, oui, c'était difficile. C'était difficile parce que pour moi, je l'avais pris comme une prime, d'accord? Une prime à l'effort. Je mis tout de mon côté pour démarrer. Démarrer un pays inconnu et qui parlait des autres choses que nous, on parlait à Buenos Aires.
dans le vestiaire et je me disais, mais c'est incroyable, il m'a appris à prendre un livre pendant qu'on faisait le voyage du nord au nord-est, chose que je ne faisais pas avant. J'étais super content, malgré que tout l'effort qui m'a mené à arriver à avoir un nom. Parce qu'en définitive, quand ils s'annonçaient aux journalistes, que les journalistes, par exemple, s'en détiennent jamais, il m'a mis un titre de bien-être. L'équipe, par contre, me disait Piazza, magnifique, encore Piazza. C'est une chose que l'effort, c'est agréable, non? Et par contre, elle n'est pas très bien avec les journalistes de Saint-Étienne. Non, vous regardez autre chose, je ne sais pas, mais dans tous les cas, jamais on n'aura pu être amis. Bon, et tu avais des problèmes avec les journalistes de Saint-Étienne? Oui. Ah bon? Oui, ça paraît incroyable. On ne peut pas culpabiliser à tous. Il y avait un directeur et à partir de ça, c'était celui qui il buvait tellement qu'il s'est dormi dans la chaise du stade. Ah. Et jamais il écrivait le match et jamais les dernières 15 minutes il était sur la feuille du journal. Un jour, ça arrive à quelque chose, c'était quelque chose de grave. Parce qu'on joue contre Bastia au Chaudron. On avait besoin d'un nul pour être champion. C'est-à-dire 5 journées avant. Et on avait besoin d'un point. On commence le match, poum, 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 poum. 2-0 contre. Jamais c'était arrivé. Jamais ça nous est arrivé ça. 2-0. Il restait à jouer, je crois que 13 et 14 minutes. D'accord. Pas de coupé. Donc on va au vestiaire, on attend. Au bout de 10-15 minutes, il revient. On attend qu'il chauffe les lampes là et on démarre. On se met tous pour l'attaque et on gagne 3-2. Les champions. D'accord? Et tu marques un but, non? Je marque un but de la tête. Les journaux, il y avait des gens qui sont partis. Non, ils sont partis, ils sont arrivés à la maison, ils ont dit à sa femme, à son homme, ils ont dit, on a perdu, on a perdu, là, là. Il va regarder les journaux et il disait pas. Et après, il s'est rendu compte parce qu'il a eu une fête. Les gens ils sont sortis dans la rue. Il a entendu le bruit dehors, d'accord. Ah. Il n'avait pas écrit. Lui, il était endormi déjà. Ah oui. Donc, c'est incroyable. Même les gens, ils étaient partis, ils ont dit non, ils sont perdus. Voilà, on a perdu l'occasion d'être champion. Donc, ça, c'est une anecdote aussi à faire remarquer. Non? C'était quoi pendant cette période où vous remportez les premiers titres? C'était qui ta bande? Quand tu commences un peu à parler français un peu mieux, à être un peu mieux intégré au niveau linguistique et peut-être humainement en tout cas, c'est qui ta bande de potes? T'as des gens dans l'effectif? Maintenant que tu n'as plus besoin de Jean-Michel Larquet pour tout traduire, est-ce que tu as des joueurs avec lesquels tu t'entends le mieux? On avait vraiment, toujours, il va y avoir des groupes, toujours. Ouais. Mais j'avais un groupe avec Patrick, avec Batenet, avec Doudou Jambion, avec Lopez, avec Merchadier, avec Sarah Magnan. Non, vous savez. Après, il y avait un groupe qui s'allait dans notre endroit, mais c'était ensemble aussi. Donc, il y avait une bonne ambiance entre tous les joueurs, on va dire. J'ai l'impression. Oui, il y en avait aussi, comme je dis au départ, qu'on était protégés par un système où on était comme ça. C'est-à-dire, les présidents et les coachs, ils nous ont mis comme ça. Ils nous ont donné tous les éléments pour réussir. Après, nous, on a mis le nôtre. Le public, il avait les siens. Donc, ce sont des choses qu'on a appréciées et on l'a fait à fond. Mais il y avait quand même quelques joueurs que tu n'appréciais pas. Je crois qu'il y avait un ou deux joueurs quand même que tu n'appréciais pas. Non? Non. Parfois, il y a dans un groupe, un qui a des sentiments différents que l'autre. Mais ce n'est pas une question. L'admiratif, c'est même parce qu'on ne parlait pas des titulaires et remplaçants. Parce que si vous regardez les années, à peu près, on avait tous les mêmes matchs à la fin des saisons. Oui, c'est vrai. On était 13 seulement pour faire la liste de la Champions, de la Coupe d'Europe. Il fallait prendre
la Rios et la Cuesta, que c'était au centre de formation, c'était pas des professionnels. Donc, sont des choses qui nous approchent encore plus. D'accord? Parce que les blessures aussi jouent un rôle important dans un joueur de foot. Parce que c'est pas toujours que ça se passe bien avec les traumatologues. Voilà, il y a eu des joueurs que, quand on parle de Laurent Rousset, il a joué à 15 ans. Avec 15 ans, il a joué avant-centre avec nous. Ouais, le futur, c'est le futur. Voilà, il a été opéré. Il a fait la chirurgie les plus forts de la France, qu'il était à Lyon. Il n'y a pas de souci. Et donc, après, il a traîné. Et c'est pour ça que le plus important, même Jean-Michel, quand il est en 78, après la finale, il avait été blessé. Et là, pour revenir, c'était plus difficile. Donc, et ça aussi, ça dépend des malheurs que tu as, des mal tombés. Parce qu'en définitive, si tu veux blesser à quelqu'un, tu n'arriveras jamais. Les accidents, ils se provoquent avec des petites choses que c'est pas que l'autre qui le cherche. D'accord. Il y a eu quelques-uns en France, c'est terrible. Hein? Des libéraux qui venaient d'Allemagne, des libéraux qui venaient de Kataniski et compagnie. Hein? Donc, les blessures sont quelque chose. Sûrement, vous avez parlé avec Patrick Revelli. Patrick Revelli, à moi, il m'a blessé Mihanovic. Il va te le dire, carrément. Pendant l'entraînement ou pendant... Non, un match contre Lyon. Ah. Oui. C'était qui les attaquants que tu n'aimais pas affronter dans le championnat de France? Djekovic. Oh là là, qu'est-ce qui était emmerdant. Oh là là. Oui, oh là là. Les plus difficiles. Les plus méchants, Kouekou. Il te mettait les pieds comme ça à la cheville. Une autre, pour la tête. Et c'est pas Elstrom, c'était celui dont j'ai parlé en introduction. Elstrom. Lui, il avait très, très peur de toi. Hein. Lui, ce que j'ai dit dans mon introduction, c'est qu'il a dit que c'est toi, tu étais le pire joueur contre lequel il avait joué. Que tu étais une brute, mais enfin dans le bon sens du terme. Hein. Elstrom, il a dit « Je n'ai jamais connu un footballeur possédant une telle santé physique. » Il a dit que tu étais une bête et un monstre. Donc, autant dire que tu l'as impressionné. Hein. Oui, le monstre, oui. Parce que normalement, moi, je ne pouvais pas le prendre. Et j'ai cherché à pas le mettre commode. D'accord? Je le poussais un peu avant qu'il arrive le ballon. Parce qu'il me gagnait toujours de la tête. J'avais lu un article sur lui. Il jouait où? À Eindhoven. Voilà. Et il était un peu pudique de comment il s'est habillé. Tout ça. Et un jour, je dis, il faut que je le dérange de quelque chose. Et je fais comme ça, il va s'entrer, je prends son short et je le descends comme ça. Et lui, il commence à se préparer et le ballon, il passe. Je dis, tiens. Il a une autre où il sort. C'était toujours le match retour avec Eindhoven. Ouais. Et donc là, je vais chercher les ballons, je me trouve un peu avancé. Et je vais. Le ballon, il passe. Et lui, il va faire la tête. Et Ivan qui sort et il met la pointe des poignets. Il a dû sortir. Et à ce moment-là, bueno, quand j'ai vu que se réveillait, j'ai dit merci, Ivan. Et bon, ce sont coses que quelquefois, c'est pas trouver un avantage, c'est être, je dis, il faut connaître avec qui tu vas être face à face. Et il faut prendre des manières qui fait. Donc, ils s'énervent. Les arbitres, je les insultais en espagnol. Les arbitres, les insultaient? Oui. Mais c'était ma façon en pensant que c'était. Et avec Wurtz. Bien sûr, Wurtz. Et à chaque fois que lui, il nous dirigeait, c'était une faute que je faisais. Je suis là. Je suis là. Donc, j'ai des histoires avec. Il a eu un que je me suis crié. Il a dit non, mais pas l'avertissement que je ne peux pas jouer le match retour contre Liverpool. Ouais, le fameux match retour. Ouais. Et après, parce que les conséquences après. Parce qu'il
il m'appelle après qu'ils avaient joué à Liverpool, ils avaient été éliminés. Il m'appelle le coach à son bureau. Osvaldo, viens me voir. Donc, il m'a dit, bon, tu sais, tu n'auras pas ta prime. Pourquoi, Robbie? Parce que si tu aurais été sur le terrain, on ne sera pas éliminé. À ce moment-là, je dis, bon, tu me donnes une fleur et après, tu me mets une semelle sur la tête parce que tu me lèves. C'est-à-dire, l'équipe, je suis tellement important que l'équipe, il n'a pas, tu me fais une caresse au cœur. Ah, ça te dit qu'on cherche. C'est pas la caresse au cœur. Tu me lèves l'argent aussi. Ouais, bien sûr. Ça se comprend? Ouais, bien sûr. Après, il m'a payé. Quand je lui ai dit combien, il m'a payé. Ah, d'accord, tu étais un bon négociateur, là. Oui, non. Mais dans tous les cas, ce moment-là, bon, il a eu des moments aussi, parce que pour nous, ça a été un coach très sérieux, trop sérieux. On n'avait pas facile, hein. On n'avait pas facile. C'est ce que nous disaient tes coéquipiers. Hein. Ils nous disaient que l'avoir pendant plusieurs années, ça devenait très dur parce qu'il ne changeait rien. C'était tout le temps la même chose. Il n'y avait pas beaucoup de variété. Vous savez que le lundi, vous faisiez un truc, le mardi, vous faisiez ça, le mercredi, et qui changeait jamais. Jamais changé. Toujours la même chose. Tu ne dormais pas la veille quand c'était le mardi. Tu ne dormais pas le lundi soir parce que tu pensais à l'entraînement qui commençait à 9h30. C'est vrai que parfois, tu vomissais après les entraînements tellement c'était dur? Ah oui. Si tu prenais le petit déjeuner 10 minutes plus tard, tu vomissais à la fin. C'était 90 minutes et tu disais, après, avec les chronos, tu disais, on peut aller un peu plus vite. Tu disais, pas le temps. On peut le faire un peu plus vite, tu vois, et tu venais à fond. Et après, tu arrives là-bas à fond, déjà pour les 90 mètres, après tu continues parce que pour te relâcher un peu. Mais il était très dur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça te fatigue avant de commencer. Quand tu fais toujours la même chose. Le manque de variété, ouais. Il y a des résultats. J'avais lu que les Nantais avaient dit que les Stéphanois, ils utilisaient aussi des petites pilules ou des trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu réponds aux Nantais aigris qui disaient des trucs pareils? Si on prenait des jus d'orange. Ouais. Jus d'orange, d'accord. Et les pires des choses, parce que en plus, ça, je l'écoutais, ça. Et l'équipe l'écoutait. Et vraiment, les docteurs, par exemple, il n'était pas un traumatologue, lui. Il était on disait que lui, il faisait des avortements. et un petit peu mais des choses, quand on pense ça, c'est-à-dire, il faut chercher des excuses. La finale, on méritait. On a touché deux fois le poteau, on méritait. Mais on n'est pas volé. D'accord? Ils nous ont gagnés. Donc, ils sont marqués. C'est-à-dire, quand tu cherches une excuse, le poteau carré, ça, c'est les journalistes qui l'ont dit. Ce n'est pas les joueurs de Saint-Étienne qui l'ont dit. Bien sûr. Ouais. D'accord? Donc, parfois, les excuses, c'est dévaloriser à l'adversaire. Et à ce moment-là, je dis en interview, je dis, parce que j'avais entendu ça. Et je dis, mais vous voulez que je filme mon entraînement, que je fasse filmer les entraînements qu'on fait pendant une semaine à Saint-Étienne? Non, on n'a pas besoin. Non, mais si tu me mets des pointes comme ça, je dois réagir quand même. Non? Alors, si à moi, tu me mets quelque chose, comme à nous, ils nous ont dit, les Allemands, ils se lèvent. Un mois avant la finale, ils se lèvent un demi-litre de sang, ils le met au congélateur et le jour du match, ils ajoutent ces demi-litres qui sont pris. Et c'est pour ça qu'ils vont te gagner le match. C'est pour ça qu'ils vont être plus forts. Aujourd'hui, on te dit, moi, je fais les 5 collines du Tour de France. Moi, je fais en hélicoptère, invité par les jeux. D'accord. J'allais dire, waouh. C'est impossible de faire ça. Mais je dis, il doit avoir un entraînement pour ça, pour le faire. Parce qu'il dit la portion magique. Qu'est-ce que c'est la portion magique? Il y a des éléments. Si tu le vois, les drogués, ici, il y a une montagne de drogués. Si? Il tourne dans la nuit. Mais celui-là, il tombe tout seul. C'est une réflexion. C'est exagéré. Il y a des choses, quelquefois, que tu démontres, ou les autres, ils te démontrent qu'ils sont plus forts. Tu fermes, ils sont plus forts. D'accord? C'est comme il a eu la valeur de l'équipe de France
je ne sais pas quel joueur ça a été, la finale qu'Argentine il a joué comme jamais, il a joué pendant 70 minutes comme jamais il avait joué. Et ils ont été plus forts que nous. Parce que toute la France s'est critiquée à Martinez, le gardien, et il avait raison, mais c'est pas comme il a dit Jean-Michel. J'ai écouté à Jean-Michel, et Jean-Michel, pourquoi tu dis ça? C'est pas les capitaines. Si, parce que moi, jamais je vous ai dit de faire un geste. Non, mais ça, c'est la personne. C'est la personne, parce que l'éducation, c'est pas que tu l'apprends, d'accord? C'est à partir de chez toi et à l'école. Mais si il devait intervenir pour ça, je dis non, on n'est pas d'accord. Il a voulu me convaincre. Je dis non. Je dis à Michel, non. Moi, Martinez, personnellement, je l'adore, parce que je trouve qu'il a réussi à rentrer dans la tête de tous les Français, et ce qui fait que maintenant, dès qu'il commence un match contre la France, il a un petit temps d'avance parce que les joueurs français ont peur de lui. Et ce qui est rigolo, c'est que les Français se moquent de Courtois, le gardien belge, qui avait dit oui, on aurait mérité de gagner, etc. Les Français font pareil depuis 4 ans avec les Argentins en disant que c'est l'arbitrage, c'est Martinez est méchant, etc. Martinez a très bien joué, il a fait un sauvetage extraordinaire. Et ensuite, il troll les Français. Moi, il me fait marrer. Je trouve il a raison de faire ça. Il a de la personnalité. Il faut plus de joueurs un petit peu comme ça que des joueurs libres. C'est chiant. On peut éviter les gestes parce que son geste était débile. Je suis d'accord. Nous, on est argentin et c'était coach. Il nous a fait connaître des joueurs qu'on ne connaissait pas. Et quand j'étais entraîneur, j'étais joueur. Et pendant 50 ans avec le football, et je ne les connaissais pas. Et moi, je jouais en Europe. Comment c'est possible? Mais les 90% des Argentins, ils ne le connaissaient pas. Donc, Martinez, l'arrière central de Tottenham, Enzo Fernandez, Julián Álvarez, au moins, il y a 10 joueurs qu'on ne connaissait pas, et qui sont connus l'équipe, parce qu'il a fait une équipe, chose que les autres entraîneurs qui ont dirigé l'Argentine avant, et c'est pas pour le résultat, parce qu'il a fait les choses, parce qu'un entraîneur, c'est pas la même, un entraîneur de club qu'un entraîneur d'équipe nationale. C'est pas pareil, non? Je vais contre les gestes. Je ne mets pas d'excuses à Messi, mais il doit savoir quand même pourquoi il n'a pas été aimé, parce qu'il doit le savoir quand même. À Paris, aujourd'hui même, il le démontre. Il n'y a pas de vedettes, c'est une super équipe. Mais Paris, il y a un groupe de supporters important pour l'équipe qu'il est. Non, Paris, c'est pas une ville de football. On est bien d'accord. Red Star, Paris Football Club, Racing Club de France. Racing Club. Combien d'équipes qui ils sont pas. C'est Paris Saint-Germain qui gagne tout parce que il y a les moyens et aussi il y a quelque chose de plus, mais c'est pas pour le public. Et ça, c'est que je viens de dire. Je le dis devant, parce que les groupes de Saint-Étienne, ils sont 2 tribunes que parfois ils se parlent et parfois ils se parlent pas. Et c'est la Gris Angel et Magic Femme. Et les Magic Femme, ils m'invitent, Osvaldo, vous pouvez venir, on fait de ne sais combien des années. Oui, je vais. Allez, boum. Et on va en verre, je vais. Et là, voilà, applaudissements, je fais un discours, voilà. Et à la fin, je dis, mais attention, vous êtes très important dans l'histoire du club, mais vous ne marquez pas de buts. Les buts, ils les marquent les joueurs. Et donc, à partir de là, c'est non saute pas la barrière, d'accord? Essaye de garder c'est important, oui, c'est important parce qu'il encourage. Quand ça n'allait pas, c'est là que tu sens encore plus l'encouragement, mais attention, passe pas de côté. Ils ne sont pas laissés signer. Ils avaient signé déjà un joueur formé à Lyon. Ils n'ont pas laissé jouer à Saint-Étienne. Ils ont été obligés, les dirigeants, de rompre le contrat. On va un peu loin, là. C'est pour ça que, parfois, c'est remplir le stade. D'accord? Mais là, on vient de descendre. D'accord? Et tu vas au stade, tu vas dire, mais si, c'est une équipe qui n'a pas d'âme, c'est une équipe qui n'a pas de structure, c'est une équipe qui n'a pas d'encouragement. C'est seulement ce qui chante, c'est la tribune, les 2 tribunes. Là, une petite question. Demain, il y a un match Lanús-Saint-Étienne. Tu es pour quelle équipe s'il y a un match demain? C'est pas une question, là. Si, c'est une question. C'est ma vie. Je te montre Oui, vas-y. Je te montre. Vas-y. Attends, vous le voyez? Saint-Étienne m'a tout donné, waouh. Ouais. Ça va? Joli. Ouais, joli. Ouais. Superbe. On me l'a fait l'année dernière.
Mais j'avais envie de le dire aussi. Donc, aujourd'hui, je donnais mes remerciements à Lanús de m'avoir accepté. Mais j'ai eu des années de souffrance en étant professionnel à Lanús. 5 ans, c'était la souffrance. Chaque fois qu'on devait signer un contrat, on était dans des situations délicates. Je dirais, on allait souvent, en étant capitaine, aller au syndicat des joueurs de foot pour réclamer qu'ils nous payent. Je crois que c'est un banquier qui a dû t'aider pour payer ta maison, non? Voilà. Ouais. Je fais mes recherches. Si. Et c'est 8 mois sans payer. Donc, on allait avec autres joueurs, on allait au syndicat, disant, voilà, mais on est joueur libre. Parce qu'à ce moment-là, beaucoup des équipes me voulaient. Je dis, venez, si vous êtes libre, venez. On ne doit pas payer les transferts. Le syndicat disait non. Comment? Dans les structures, ils disent que si le joueur n'est pas payé pendant 3 mois, il est libre. Donc, on arrive à des choses on dit, sont des années qui se sont passées comme ça. Pendant tes années à Lanús, tu disais que tu étais capitaine et pourtant, tu attends très longtemps avant d'être intégré en équipe première. Comment tu l'expliquais ça? Comment est-ce que tu le disais? C'était quoi les raisons pour lesquelles tu as mis autant de temps? Quelle question. Jamais on m'a posé cette question. J'étais un super joueur. Techniquement, de 10 ans, j'étais un dribbleur, j'ai dribblé. Je jouais avec 10 ans, 11 ans, avec des garçons de 15, 16 ans, et je portais la numéro 10. Donc, tu étais meneur de jeu, tu n'étais pas défenseur. À tel point qu'on m'a mis un nom d'un joueur. Un joueur, c'est là que je jouais à La Plata. Mon surnom, c'est Mara, M-A-R-A. Je suis connu par ça à Lanús. Mais à un moment donné, je jouais à Independiente. J'avais démarré à 12 ans. On va jouer un match de l'équipe des quartiers et on va au club Independiente, connu, grand, et on joue et on les gagne à la catégorie de cette club. Il est venu, les coachs, il me dit, tu joues dans quelle équipe, toi? Je n'ai pas d'équipe, je joue avec mes copains. On sort de l'école et on joue. Et donc, tu ne voudrais pas venir à Independiente? Elle est bien. Non, je dis non, c'est pas la peine, je m'amuse comme ça, j'ai mes copains, j'ai un âge que je peux attendre, voilà. Et j'ai travaillé à ce moment-là, parce que je ne suis pas le style de joueur qui, à 11 ans, c'était pour l'étude seulement. J'ai travaillé pour aider à papa. On était 9 de famille, d'accord? 7 enfants, maman et papa. Tu as installé des tables de billard, hein, c'est ça? Aider, en plus, papa, il me donnait, à moi, qui me suivait, à Luis, mon frère, il nous donnait on allait chercher les cannes, du billard. Ouais. Il fallait chercher la pointe, que c'est de cuir. Il faut l'adapter à la bille, qu'il est blanche. Et après, il a les bois. Ça, à un moment donné, à l'usage, ça casse. Donc, il faut remplacer la bille et le cuir. Et là, il faut le coller. Et après, il faut le passer pour le mettre bien. Donc, ça, il nous donnait ce travail. On allait avec le vélo que j'avais eu pendant le roi, les 6 janvier. Et j'allais avec mon vélo l'attacher les cannes d'un mètre 60, mètre 70. Ouais. Et je les amenais à la maison. Papa, il avait une table de travail. Et là, j'avais tout pour réparer et je les amenais réparer. Et cet argent, c'est moi qui l'ai pris. Ah, d'accord. Mon frère, il venait avec moi. On partageait les deux. Donc, et après, bon, j'ai travaillé jusqu'à 18 ans, j'ai travaillé. C'est-à-dire, j'allais à l'école, je passais la secondaire et je continuais à avoir un métier. Je ne pensais pas du tout que j'allais être footballeur professionnel pour revenir à cette idée d'aller dans un club. En plus, je savais des conditions que j'avais. Parce que comment on arrive à savoir qu'on joue bien? C'est quand on fait des choix. Et on fait des choix comment? Toi contre moi, d'accord? Toi, tu as ton équipe, moi, j'ai mon équipe. S'il y a une dizaine de garçons, on fait comme ça, et avec les pieds, on va. Celui qui touche, celui qui choisit les premiers. Qui c'était les premiers?
Mais d'ailleurs, ou celui qui a le ballon, ou celui qui porte le ballon. Tu t'aperçois que si les choix, c'est pas que j'étais ami, c'est parce que je jouais bien. Donc, non pour dire comment je vous faire rire. Parce que. Et, donc, j'arrive, je m'amuse. J'ai même tiré des pénaltys quand le match était nul. Je tirais des 3 pénaltys, parce que c'était des 3 pénaltys. Non? Et les autres, peut-être, ils changeaient. Pour dire quoi? Pour dire qu'il est la question d'aller jouer. Et je suis allé faire une épreuve. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il est venu à mon lieu de travail. Les coachs, il m'a venu dire, voilà, bien, voilà, tu vas progresser là-bas, tu vas, on m'a fait la tête comme ça. Et je lui raconte à maman et à papa. Il dit, oui, vas-y. Ça te change quelque chose? Non, je ne sais rien. J'allais le matin seulement à l'école, pas 18 ans, hein, mais pour dire que j'avais 11 et 12 ans. Et donc, j'étais, je dis oui, venez signer, il fallait signer la licence. Comme joueur de la plus petite de toutes. Bon, je veux jouer, et là, je me suis fâché un jour parce que, voilà, il avait le dirigeant qui mettait son fils, non? Et il mettait son fils, il le mettait, donc, il avait priorité son fils que toi, qui peut-être tu jouais mieux. Non, bon. Donc, je me suis fâché. Il dit, la photo, de toutes les années, la photo, je fais boum. Moi, à un âge, j'avais 11, 12 ans, hein, mais j'étais nul avec l'école. Maman il me disait, mon petit noir, mange un peu de pommes, que ça va te faire du bien pour l'intelligence. Bon, des pommes? Ah ouais, je savais pas que c'était. Je savais pas non plus, ouais. Bon, dans tous les cas, j'ai réussi, voilà, j'étais le numéro 10. Donc, tu as commencé au milieu de terrain, donc tu n'étais pas défenseur au début. Tu vas voir, on va revenir. Et donc, 6 mois titulaire, on gagnait, on perdait, on gagnait, on perdait. 8 heures, tirer des coups francs. Bon. Un jour, il m'échange, il y a Dominguez, je me rappelle, ça fait combien? Plus de 60 ans. 60 ans, ouais. Et son fils, il le met avec le numéro 10. Et moi, numéro 11. Hein? Ah, ça t'a énervé. Hein. Cassius Belli, ça. Attends. Donc, je joue. Hein? D'accord? Et on perd ce match. Donc, il va revenir sur. Et là, ça revient la photo. Tu vois? Ouais, bien sûr. Bon. J'avais le numéro 11. C'est la réaction d'un petit. Quand j'arrive à Saint-Étienne, non? Transfert géant, c'est pas vrai. Ils sont payés 75 000 $. Seulement. Ouais. Mais bon, Saint-Étienne, il a pris pendant 5 ans. Voilà, boum. Il se dit, il vient me chercher, je le dis tout à l'heure, il vient me chercher Garner. Il dit, on va faire la présentation, ce sont tous les journalistes là. Je n'ai pas dormi, Pierre, je n'ai pas dormi, c'est pas possible. Bon, donc, je vais, qu'est-ce que je dois faire? Allez, tu fais comme ça. Jonglé, je ne savais pas que c'était. Tu fais comme ça, avec les ballons. Je dis, je ne sais pas faire plus de 3. Ah, c'est vrai? Voilà, parce que j'ai commencé de très jeune à jouer attaquant, milieu de terrain, techniquement. Et après, je commençais à devenir plus grand. Quand il m'a vu, les gars d'Independiente, il m'a dit non, c'est pas tout. On ne te donne pas la liberté. Non, pas du tout. Je dis pourquoi? Non, mais comme tu as grandi, oh là là, et tu continues à jouer de la même façon. Je dis oui, mais dans tous les cas, non, je ne reste pas. Et j'ai passé la nuit parce que il y avait 15 500 mètres au stade. D'accord. Et Independiente, c'était à 10 km, donc c'est pas pareil. Et donc, j'ai un ami qui a joué à Atlético de Madrid, lui, des petits, on se trouvait toujours, on était du même âge, et on allait jouer avec, dans les quartiers là, il avait un terrain pourri, et on jouait. Et donc, il m'a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je faisais 200, 250 à l'époque. Mais après, comme je commençais à venir, milieu de terrain, plus milieu de terrain, défensif, après, arrière central.
là, je suis devenu un bourrin. D'accord? Et donc, voilà l'histoire. Mais je ne suis pas revenu, je suis resté à la noce. Et aussi, j'ai eu je ne sais pas si parce que je travaillais et après les coachs, ils m'attendaient à 16 ans, ils m'attendaient pour faire l'entraînement la nuit. Et donc, c'était un effort énorme. Et voilà, tu le payes, tu ne t'entraînes pas, tu le payes. Et voilà, mon histoire. D'accord, wow. Merci pour tous les détails. Et c'est pour ça qu'en plus, je rigolais parce qu'on me dit, fais jonglage. Jonglage à la présentation. Putain, il a tombé les ballons. Il y a des vidéos sur YouTube des pires présentations où tu vois effectivement des joueurs récemment, même des attaquants qui essayent de faire 2-3 jongles et qui n'y arrivent pas du tout. Donc, tu n'es pas tout seul. Avant de te démontrer que tu étais un bon joueur, en faisant des jonglages. Quand tu étais petit, Michel, tu faisais des jonglages. Combien tu as fait avec ton copain? Combien tu as fait? Je fais 25. Ah bon? Et toi, combien tu as fait? Je fais 16. Pour te rattraper. J'en ai fait 20 dimanche dernier. Je tiens à ce que ça se sache officiellement. J'en ai fait 20 et mes enfants sont témoins. J'étais très fier de moi. J'en ai fait 20. Voilà, c'est dit. C'est dit. Ah bon? Tu as eu la prime? Voilà, exactement. Bon, malheureusement, ma femme ne l'a pas vu, donc je peux pas frimer auprès d'elle, mais mes enfants l'ont vu, donc voilà. Mais les enfants encore, ils sont la signature, hein. Ouais, ils peuvent les signer, les enfants. Hein. Exactement. Ils peuvent témoigner. C'est la fin de ce premier épisode un peu décousu avec Osvaldo Piazza, le premier joueur étranger à apparaître sur le podcast des légendes. On espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour un second épisode passionnant dans lequel on va parler des exploits des Verts, de l'équipe d'Argentine, de sa vision sur le foot actuel. Ça va être un épisode exceptionnel, plein d'anecdotes incroyables. On se retrouve la semaine prochaine. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est Looking at You des Tartan Rascals. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous souhaitez entendre votre message diffusé dans le podcast des légendes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant des anciens joueurs, des grands matchs et de tout ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Twitter et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Nous en avons plus d'une centaine ainsi que des articles dont ceux ultra intéressants de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités. Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur cette newsletter. Allez sur notre site web, vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.